Il y a 136 000 personnes, disons, qui cherchent des emplois activement, et il y a 136 000 offres qui n'ont pas de preneurs. Nous sommes mercredi et fidèle au poste, nous retrouvons le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors effectivement, on l'a constaté, la matinée est plutôt animée sur le plan politique avec cette décision d'Edith Silman. C'est une décision qui peut avoir des répercussions économiques aussi ? Oui, comme je vous ai dit à l'entrée, j'aurais préféré... C'est bizarre, on entendait quoi, ça va ? Non, on vous entend, on peut y aller. J'aurais préféré qu'elle le disfasse hier soir, quand je vous ai envoyé les sujets. Et oui, elle n'a pas tenu compte de la revue de la presse. Elle n'a pas tenu compte de la chronique de la presse. Et donc, j'ai réfléchi en venant, j'ai regardé aussi ce que la presse économique disait à ce sujet, et est-ce qu'il y a des changements. Ce que je voudrais dire aux gens, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, une chose quand même, point de vue du shekel, c'est pas ça qui l'a fait bouger ce matin, il est très très fort le shekel en ce moment, il est revenu à 3 shekels et demi par rapport à l'euro, il est au-delà de ce qu'il était au début de l'année. On va rentrer dans une période d'incertitude politique apparemment. Et l'incertitude politique est souvent problématique pour les marchés financiers. Mais il y a tellement de choses qui arrivent, je ne sais pas, il faudra voir comment ça va évoluer. Et je ne sais pas d'abord si pour les investisseurs il faut avoir peur. Et ce que je veux dire, c'est que la prudence d'agir prudemment. On va être prudent et on va attendre de voir si d'ailleurs cette information est confirmée. Et on en parlera beaucoup plus effectivement sur les répercussions économiques probablement la semaine prochaine. Alors oui. on va tout de même parler d'un titre qui est tout de même assez important parce que de manière assez stupéfiante, on se retrouve, alors que l'on vient de sortir de la 5e vague du Covid, on se retrouve à un taux de chômage qui est inférieur aujourd'hui à celui qui était en vigueur avant le début de l'épidémie, qui était déjà un taux extrêmement bas. Je crois qu'à l'époque, c'était 4,5, presque le plein emploi. On retrouve cette même situation, on est à combien ? 4,2 ? Non, on est à 3%. 3%, c'est-à-dire exactement un peu moins même, un peu mieux que juste avant la crise du Corona, comme vous l'avez bien dit. C'est-à-dire c'est une situation de plein emploi. Il y a 136 000 personnes, disons, qui cherchent des emplois activement, et il y a 136 000 offres qui n'ont pas de preneurs. Et donc, ça revient il faut ajouter à ce qu'on a dit avant, c'est qu'en fait, ce que je voulais dire dans la phrase d'avant, l'économie israélienne, et ce qui marche, c'est, à mon avis, souvent plus l'intérieur, la population, que des fois des décisions du gouvernement. Je vais donner un exemple pour le plein emploi pour expliquer. Hier, le service des emplois a publié que l'année dernière, en 2021, qui est une année où les gens n'étaient pas obligés obligatoirement de retrouver un nouveau travail parce qu'il y avait une protection sociale. Eh bien, il y a eu 48% en plus de gens qui ont fait des efforts pour se reconvertir. En hébreu, le mot hassama. Oui. On est passé de 50 000 à 88 000. Et ce qui est très, très important, ce qui veut dire, c'est que les gens ne se sont pas dit je vais rester à recevoir de l'argent à la maison. Essayez de voir quels sont les emplois où je peux trouver maintenant du travail. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on se retrouve dans une situation où, par exemple, aujourd'hui, dans la restauration, par exemple, on ne trouve pas de serveurs, ou dans certains secteurs, on ne trouve pas de main-d'œuvre, en particulier peut-être même dans le tourisme en particulier. Exactement. Pour soutenir ce que vous venez de dire, il a été publié ce mois-là que le salaire moyen a baissé. Pour ce quoi ? Parce que beaucoup de gens qui travaillent justement dans la restauration ou dans le tourisme, et qui sont les bas salaires en généralement, sont revenus au plein emploi. Et donc, ça fait obligatoirement baisser la moyenne. Où ils ont trouvé leur emploi ? Ils se sont reconvertis alors ? Non, encore une fois, il y a des gens il y a une partie des gens qui sont revenus dans la restauration, on veut dire, ou dans le tourisme, parce que maintenant ça marche très très fort de nouveau. Et des chiffres exceptionnels, on pourra peut-être plus la semaine prochaine, 1,6 million qui doivent passer à l'aéroport de Ben Gurion au mois d'avril, enfin des choses très très importantes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La haute technologie également. Là, il y a une hausse des salaires dans les hautes technologies jusqu'à 30 000 shekels de salaire moyen, et donc dans la technologie. Et c'est ça aussi d'ailleurs, pour expliquer, c'est une raison de phare de l'économie, parce que il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une start-up qui a plus d'1 milliard de dollars, ce qu'on appelle une licorne, ce qui est extraordinaire et ce qui pousse l'économie israélienne. Alors, on a entendu la décision du ministre des Finances, qui est en général très avare en décision
décision en faveur des consommateurs israéliens qui a décidé de réduire l'imposition de l'État sur le prix du litre d'essence, ce qui va faire baisser le litre d'essence en deçà du seuil des 7 shekels pour le litre. Oui, et d'ailleurs cette mesure va sans doute passer parce que au lieu d'aller par la loi, il a décidé de faire ça uniquement passer par la commission des finances. Maintenant, je ne sais pas s'il aurait eu la majorité pour une chose comme ça, mais en tout cas pour la commission de finances, il y a assez de voix de majorité pour faire passer ça. Et donc effectivement, ce qu'il veut, c'est la presse économique en général, elle dit que ça peut paraître populiste, mais c'est important parce que le carburant est une des problèmes et des moteurs de l'inflation. Je voudrais d'ailleurs dire au niveau de l'inflation, quand même, Israël va être entre 3 et 4%. Le prochain mois, mars et avril, la Banque Hapoalim prévoit une augmentation quand même de l'inflation, presque à 1% pour chaque mois qui va venir. Mais encore une fois, dans l'Europe, on est maintenant à un maximum un record de ce qu'il n'y avait pas depuis plusieurs années. On est autour de 6%. Aux États-Unis, on est 8-9%. Et donc, Israël est bien en deçà de ça. Je voudrais dire un curiose qui est intéressant. C'est que j'ai vu hier chez les Palestiniens, il y a un film qui est sorti dans les réseaux sociaux palestiniens de Cisjordanie, comme quoi, regardez les tomates de Rami Levy, comment ils sont pas chers. Il faut acheter les tomates de Rami Levy. Et il faut savoir que, par exemple, dans le territoire palestinien, qui est d'habitude considéré comme quelque chose de moins cher, le prix de tomate est à 10 shekels, alors que nous, c'est beaucoup moins important. Donc, c'est que, il y a même, dans le problème de l'inflation, Israël a quand même une bonne note par rapport à ce qui se passe. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un peu quelle est la nature de cette réforme des transports en commun, du prix du transport en commun qui devrait baisser, n'est-ce pas, au mois d'août. Alors, justement, d'abord, il faut le redire, puisque vu ce qui s'est passé ce matin, comme si une réforme, elle a été annoncée de façon tonitruante, mais les gens n'ont pas vu en petit caractère que c'est marqué qu'elle ne va rentrer qu'en août. Oui. Or, c'est loin août, et nous ne savons pas qui sera à l'époque le ministère des Finances ou le ministère des Transports, et donc il faudra suivre. Et là, il y a des annonces qui ont été faites, qui sont en grande partie des bonnes annonces, parce qu'ils sont pour promouvoir le transport public. Il devait y avoir, en vérité, en février, une augmentation du prix des transports publics, et le gouvernement l'a pris sur son budget. Il faut dire que il a fait ça, Lieberman. Vous dites, vous êtes tellement étonné. Il a dit lui-même, les recettes de l'État explosent. On est 1,5% seulement de déficit budgétaire. Ça lui permet d'ouvrir facilement les caisses. Quand chaque mois, le déficit baisse encore de 1% à cause de la croissance et des recettes de l'État. Maintenant, donc cette idée-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? En gros, ils disent quelqu'un qui prendra un abonnement, ce qu'on appelle Kartis Manouy Chofshi Chotchi, c'est-à-dire une carte qui permet un forfait par mois. Si on est dans les 40 kilomètres, 100 shekels. Si on est pour tout Israël, 200 shekels. Et quel que soit, et donc c'est très important, avec 50% de réduction pour les jeunes gratuité totale pour les gens qui ont plus de 75 ans. Également, dans ce social, les gens qui sont handicapés, la réduction va passer de 35 à 50%. Donc, tout ça, ce sont des bonnes choses, mais c'est la philosophie de ce gouvernement. Qui sont ceux qui vont voir apparemment leur prix, augmenter? C'est tout ce qui est périphérique. C'est-à-dire, à Netivot, par exemple, ou à Bétar, ou dans des endroits comme ça, où il y a d'ailleurs une population souvent orthodoxe et souvent une population sociale qui est difficile. Il y avait un effort de la part des transports publics du tiers. Là-bas, on perd 2 shekels au lieu de ce qu'on paye maintenant 6 shekels. D'ailleurs, on paye maintenant 6 shekels, je voudrais dire le billet, il passera à 5,5, ce qui est bien. Mais pour eux, c'est passé de 2 shekels à 5,5 shekels. Donc c'est un problème. Okay. Et ça, effectivement, à mon avis, c'est peut-être une des choses qui va changer quand ça va se faire en août, vu les considérations politiques dont nous avons parlé. Alors, une information que vous nous fournissez, vous dites que les compagnies de cartes de crédit, les banques, d'une certaine manière, empêcheraient de l'annulation des cartes de crédit. Pourquoi ? Oui. En cas de perte, je suppose, par exemple ? Non, pas du tout. Alors, expliquez-nous. C'est une enquête journalistique de Mako à économie. D'ailleurs, souvent là-bas, c'est bien. Il y a là-bas un petit programme, d'ailleurs, dans la télé, juste 5 minutes avant les informations, on présente des choses économiques pour les gens. Je pense ces émissions bien, c'est un site que souvent je vais voir parce qu'il permet aux gens de voir ce qui se passe point de vue de la vie quotidienne. Au-delà du blablabla, je pense que c'est important. De quoi il s'agit? Ils ont fait une enquête comme ça avec
bien sûr une caméra cachée, tout ça. Quelqu'un qui a une carte de crédit qui la prend par la banque, il paye de l'argent. Vous savez, ça peut valoir, je vois des Olim, entre 15 et 20 shekels. Oui. Alors que, par exemple, il y a des cartes de crédit qu'on appelle extra-bancaires, qui sont souvent par les supermarchés. Nous ne faisons pas de pub que pour les tomates. Supermarchés et autres, qui, eux, permettent non seulement la gratuité totale, au moins la première année, deuxièmement, qui permettent d'avoir des points et des fidélités, de payer moins, etc. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt. Chaque Olé qui vient et qui ouvre un compte, je lui dis, négociez avec votre banque en disant, ou je la veux gratuite, votre carte bancaire, ou bien, je la prends pas, vous me donnez une carte qui permet juste, si j'ai besoin de retrait d'argent, des choses comme ça, qui doit être gratuite. Et moi, ma carte de crédit, je la prendrais. D'ailleurs, il donne un meilleur crédit, moins cher et plus que vous. Pourquoi je le ferais par chez vous? Alors, ils ont des gens qui avaient ça et qui avaient envie, et qui ont compris que c'était trop cher et qui ont envie d'annuler la carte de crédit que la banque leur a donnée au moment où ils ont ouvert le compte ou à un moment donné. Et alors, ils font par l'application, je demande à annuler ma carte de crédit. Ouais. Et la réponse est non. Vous ne pouvez pas annuler la carte de crédit par application. Il faut que quelqu'un de la banque vous rappelle. Bon, alors quelqu'un de la banque vous rappelle. Et si je vais à la banque? Ah oui, mais les gens ne peuvent pas toujours aller à la banque. Les banques, vous savez, ont supprimé beaucoup de succursales et ont essayé de digitaliser les services pour justement éviter d'avoir dans les succursales. Et donc, que les gens aille dans les succursales. Alors, cette personne reçoit un téléphone qui lui dit vous nous avez demandé, mais moi, j'ai besoin d'une autre personne encore de la banque qui entende ça. Et donc, c'est pas avec le téléphone qui suffit, c'est encore un autre deuxième téléphone. C'est déjà, ils arrivent. Et donc, ce que vous pouvez me dire, c'est normal, c'est comme une carte bancaire, faut parler à quelqu'un. Oui, mais alors pourquoi pour commander la carte bancaire, on peut le faire par l'application? Ouais. Donc ça, il faut se méfier de ça. Je voudrais dire encore, puisque je parle des banques, beaucoup de Oli maintenant viennent me dire qu'ils reçoivent des banques des papiers leur disant, puisque vous êtes écrit comme français, il y a un problème de blanchiment d'argent, vous devez, on va vous dire ce qui va se passer en France. Oui, mais il y a je dois le rappeler parce que j'ai quand même plusieurs appels, plusieurs demandes. Il ne faut pas vous inquiéter. Si vous n'avez plus de raison fiscale en France, vous n'avez rien à faire. Et si jamais vous avez une activité en France, de toute façon, vous deviez la déclarer. Mais je dis, ne prenez pas, ne paniquez pas quand vous recevez ce genre de papier. Alors, dernier point, il nous reste vraiment 2 minutes, pas plus. Une Israélienne qui récupère après enquête des actions de la banque de la Hitchwood, qui était une banque qui existait avant la création de l'État d'Israël. C'est un de ses ancêtres qui avait ces actions. 100 ans après, elle a récupéré les actions. Oui. Ça doit être pas mal, là. La banque, Otsar Hitchwood, je voulais dire. Sûrement vous qui êtes très historien et qui écrivez du sionisme, vous devez avoir entendu parler de cette banque qui a participé au peuplement d'Israël. Et à l'achat de Elle a été faite en 1902. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, à cette époque-là, avaient acheté des actions de cette banque. Et ces gens-là n'ont des fois pas dit à leurs enfants, des fois ils sont morts pendant la Shoah. Oui. Ça peut être des Juifs du monde entier. Il y avait une dame de Petah Tikva, son nom m'a pas été donné à la presse, qui a entendu par la famille que son ancêtre, son arrière-grand-père, avait acheté des actions comme ça. Alors, elle a demandé à un avocat enquêteur de venir voir. Oui, c'était. La banque, elle existe aujourd'hui? Non, la banque n'existe pas, mais chaque action, oui, la banque existe. Et elle a notre nom, et elle vaut surtout, l'action vaut plusieurs milliers de shekels. C'est un petit trésor. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la presse a fait monter, c'est pas la seule. Comment elle a trouvé? Il y a ce qu'on appelle en Israël l'apostrophe taklali. C'est-à-dire, celui qui est cherché des héritages en Israël, là où il n'y a pas d'héritage, ça va son argent chez lui. Et lui ne fait aucune recherche pour voir si l'argent qui est chez lui, est-ce qu'il y a des gens qui sont descendants. Et donc, il les garde. Et il faut ça. Et donc, ça, c'est problématique qu'il le fasse parce que il aurait un devoir de voir si par hasard, ces gens-là qui sont morts ont des héritiers, des choses comme ça. Il ne fait rien du tout. Mais il faut vous dire, si vous avez entendu parler ou si quelqu'un de votre famille, d'après ce que vous savez, acheté cette action, qu'il se renseigne auprès de ce qu'on appelle en hébreu apostrophos taklali, celui qui est chargé le tuteur national, de voir si jamais vous n'avez pas dans votre famille donc ces actions, un petit trésor qui aidera dans ces périodes de vie chère. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim.